ben, merci à tous d'être présents. Je sais qu'on est vendredi en plein milieu d'après-midi et ça me fait d'autant plus plaisir que vous soyez là et tous motivés pour parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, le product management. Alors très rapidement, parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante, on va vous dire un petit peu qui on est. On fait partie de Faber Novel Technologies. C'est une entreprise qui appartient au groupe Faber Novel et notre mantra à tous, c'est d'accompagner des clients dans leur transformation numérique. Faber Novel Technologies, on développe des plateformes numériques, des applications mobiles, des sites web, voilà, plein de très jolies choses. J'ai eu la chance de travailler avec tous ces super clients et ça fait maintenant plus de 5 ans et voilà. Bonjour, moi c'est Lorraine, donc je travaille également chez Faber Novel Technologies avec Claire. Je suis chef de projet senior ça fait presque 2 ans maintenant que je suis chez Faber Novel et j'ai travaillé avec également tous ces nombreux clients que vous connaissez peut-être et je suis au bureau de Paris alors que Claire est au bureau de Lyon. Voilà, bon allez, on a passé cette étape obligée, c'est parti. Donc on va commencer, vous nous connaissez nous maintenant, est-ce qu'on peut vous connaître peut-être un peu vous? Qui est Product Manager dans la salle? Ah, vous êtes assez peu nombreux, je vais pouvoir dire ce que je veux, vous ne le saurez jamais. Super. Qui travaille avec des Product Managers? Ouais. Vous êtes déjà plus nombreux, c'est pas mal. Autre question, qui connaît ou travaille en Scrum ici? Presque tout le monde, hein. Ok. Qui connaît le Design Thinking, hein? Ça, vous êtes des experts. Hein. Et qui n'a rien compris aux questions qu'on vient de poser? Ah, ça va. Bon, ça va, pour nous faciliter la tâche, on est bien parti. Alors du coup, on est effectivement aujourd'hui ici pour vous parler du rôle de Product Manager. Donc on vous a parlé de 2 méthodes, là, Scrum et Design Thinking. Il y en a un sacré paquet. Et actuellement, le monde des méthodologies projet, ça ressemble un peu à ça. Donc il y a 2 personnes qui se battent pour savoir qui a raison. Il y a un mec qui regarde la pelouse, il y a un mec qui regarde en l'air. On est tous un peu des kangourous perdus là-dedans. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit tous la même chose, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, on est aujourd'hui ici pour essayer de se rassembler autour d'une seule et même définition, et ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'un Product Manager? Alors, on a entendu plein de choses, et je pense que vous aussi, sur le rôle de Product Manager. On a entendu, en fait, t'es juste chef de projet. On a entendu, ah, du coup, t'es un dev qui a raté ses études, hein. On a également entendu, ah, du coup, t'as été dev et t'as pas vraiment envie de faire du code, tu préfères faire des plannings. On a entendu également cette superbe phrase, en fait, tu fais tout. Donc voilà, pour les gens, on ressemble un peu à ça. On ressemble à une pieuvre à, je crois qu'elle a 8 pattes, j'espère. Normalement, une pieuvre, ça a 8 pattes, hein, donc on va dire que oui. Et on fait un peu tout. Et en faisant un peu tout, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression qu'on est responsable de rien du tout. Donc, un peu plus sérieusement, voilà la définition sur laquelle on a réussi à se mettre à peu près d'accord chez Faber Novel Technologies. Hein. En réalité, ce qu'est un Product Manager, c'est quelqu'un qui est au centre de tout ça, à l'intersection entre l'UX, la tech et le business. Donc, c'est un métier d'interface. Si vous voulez une autre définition qui peut-être vous parlera plus, une définition qu'on a volée à IDEO, vous êtes la personne qui va faire en sorte que le projet soit désirable, qu'il soit techniquement faisable et qu'il soit viable d'un point de vue business. Et donc là, vous vous demandez, bah oui, mais les produits, ils ont toujours été comme ça. En fait, c'est pas nouveau qu'il faille qu'ils soient technologiquement viables et qu'ils fonctionnent d'un point de vue business. Donc pourquoi est-ce que d'un coup, depuis 10 ans, un peu moins même, 5 ans on va dire, on entend parler en permanence du métier de Product Manager? Et bien en fait, on est convaincu, c'est parce que quelque chose a un petit peu changé ces 20-30 dernières années. C'est ce qu'on essaye d'appeler en fait l'avènement d'une orientation produit. Alors, pour vous expliquer ça, en fait, je vais revenir sur certains mots, produit, service, expérience. C'est des mots qu'on utilise énormément. Je vais essayer de revenir à ce que c'est. En fait, quand on dit produit, souvent on entend un produit physique, des gâteaux, un CD. Enfin, vraiment quelque chose de tangible, un produit qu'on va pouvoir acheter au supermarché. Service, on va plutôt parler d'aller chez le coiffeur. Un cours de sport, c'est un service également. Vous ne repartez pas quand vous sortez de chez le coiffeur avec quelque chose de tangible. Vous repartez avec des cheveux en moins. Enfin, concrètement, vous êtes allé acheter autre chose qu'un produit physique. Et en même temps, il y a tout un tas de choses que vous allez acheter qui ne sont ni des produits ni des services.
un vol en parapente quelque part. Ou même un Kinder Surprise. En fait, vous allez me dire pourquoi un Kinder Surprise, c'est matériel, un Kinder Surprise, ça se mange. Sauf qu'en fait, un Kinder Surprise, ne me faites pas croire que vous l'achetez pour la qualité du chocolat. Le Kinder Surprise, vous l'achetez pourquoi? Vous l'achetez parce que ça vous rappelle quelque chose d'intrinsèquement lié à l'enfance. Et c'est un petit bonheur d'avoir un Kinder Surprise, de déplier le papier d'aluminium, de séparer l'œuf en deux sans casser les deux parties, de découvrir le jouet, de se dire que bon, j'aurais préféré en avoir un autre, de le monter, de garder le jouet sur son bureau. Tout ça, ça participe d'une expérience en réalité. Si le Kinder Surprise est aussi cher au kilo, c'est parce que vous avez tout ce rituel et toute cette image qui est véhiculée par le Kinder Surprise. Donc là, on va parler d'expérience. Appliqué au numérique, parce qu'on ne va pas faire des Kinder Surprise aujourd'hui, ça donne par exemple Spotify. Spotify, si vous lisez Wikipédia, par exemple, on va vous dire que c'est un service de streaming musical, voilà, tout simplement. Sauf qu'en fait, il y a plein d'expériences qui sont liées à Spotify. Par exemple, la découverte de nouveaux artistes, la découverte de nouvelles chansons. L'aspect social, l'aspect communautaire, qu'est-ce qu'écoutent vos amis? Peut-être que vous allez vous mettre en navigation privée pour écouter Laurie tranquillement, parce que vous ne voulez pas avoir une mauvaise expérience. Et puis, tout un tas de choses qui sont la recommandation, voilà, le fait que quand vous lancez Spotify au hasard, ça va vous plaire. Et puis pour faire ça, ils ont tout un tas de produits. Un site web, des applis mobiles, une appli Smart TV, voire même des dispositifs physiques dans les festivals. Et en fait, si on le résume, de plus en plus, les services numériques, ils vont s'incarner dans différents produits. Donc on a dit le site web, les applis mobiles pour les plus connus. Et tous ces produits-là, ils participent d'une expérience commune auprès de l'utilisateur. Et en fait, votre utilisateur, il voit quasiment que les produits. Vous avez peut-être eu déjà cette expérience, si vous faites des applis mobiles comme moi, eh ben, d'un utilisateur qui va dire énormément de mal sur le service sur votre appli mobile. Nous, on a travaillé par exemple avec une chaîne de télévision. Et en fait, sur les stores, il y a des gens qui étaient très méchants à propos d'un animateur télé qu'ils détestent. Sauf que moi, j'y suis pour rien. Hein. Je fais l'appli Android, je suis vraiment pour rien. Je ne peux pas aller dire à Cyril Hanouna d'arrêter de faire ce qu'il fait. Donc, vraiment, il faut voir que pour l'utilisateur, cette distinction, elle n'est peut-être pas très claire. Lui, il vit une seule et même expérience qui est construite par tous les produits avec lesquels il va interagir. Et en fait, ça change considérablement les choses puisqu'on complexifie en quelque sorte ce qu'on offre aux utilisateurs. Et de plus en plus, le produit, du coup, commence à avoir une importance capitale parce qu'il est constitutif d'une expérience qu'on veut globale, qu'on veut unifiée et qu'on veut représentative du service. Et en fait, les grands projets avec qualité, coût, délai, le planning sur 6 ans qui est prêt et puis on y va, on se lance, on ne change jamais le planning, ça n'existe plus en fait. Et donc on en arrive à ce qu'on fait ici. Donc ça, c'est une timeline du projet idéal comme tous les chefs de produits qui sont dans la salle l'ont toujours voulu. Ça commence, on écrit des specs, ensuite on finit les développements, on teste, c'est parfait, tout marche très très bien, ça part en prod. Ça, on est d'accord? Ça n'arrive jamais. En réalité, ce qui se passe, c'est plutôt ça. C'est, je commence à écrire mes specs, entre-temps, il y a un concurrent qui sort une appli qui ressemble strictement à la mienne. Ensuite, j'ai un problème de, mon boss a dit qu'il ne fallait pas faire cette feature, on ferait plutôt celle-là. Et du coup, je me retrouve à avoir un planning qui est complètement chamboulé, et il n'y a rien qui se passe comme ça devrait se passer. Et donc, ce qui se passe, c'est ça. J'ai commencé à faire un cochon. Et là, mon développeur, il m'a dit « Ah non, c'est super compliqué, du coup, moi, je vais faire une vache à la place. » Ok. Après, le marketing est venu me voir, il m'a dit « Ah non, il faut mettre des plumes sur le cochon parce qu'on va avoir un souci de marketing. » Ok. Et après, j'ai le big boss tout en haut qui m'a dit « Il faut qu'il ponde des œufs, votre cochon. Autrement, on ne pourra jamais le vendre. » Et donc, je me retrouve avec ce truc qui est un cochon, vache, poulet. Appelez-le comme vous voulez. Et du coup, c'est un produit qui est horrible, hein, qui va sortir aux utilisateurs, que moi, je trouve pas du tout bien. Et vous ne pouvez pas demander à vos utilisateurs d'aimer un produit que vous-même, qui l'avez conçu, n'aimez pas. Ce n'est pas possible. Hein. Et du coup, c'est là qu'on se retrouve avec cette organisation. Vous avez votre produit
Et vous avez tout un tas d'interlocuteurs qui ont un avis sur le sujet, qui ont aussi une influence sur votre produit et qui vont faire en sorte que le produit change pour aller dans leur direction. Ça dépend des entreprises, mais il y a énormément d'interlocuteurs dans la création d'un produit. Il y a le commercial, il y a le marketing, il y a le design, il y a le dev. Il y a tout un tas d'interlocuteurs qui vont venir mettre leur grain de sel dans ce que vous faites. Mais attention, on ne dit pas que c'est pas bien. Enfin, vraiment, c'est hyper important. Tous ces gens-là, ils ont une compétence qui est extrêmement utile pour les produits, et c'est pour ça qu'ils existent. Tout le monde a des choses passionnantes à dire et doit contribuer au produit. Le problème, c'est qu'on sait tous que dans une assemblée, il y a des gens qui vont crier plus fort que les autres, et c'est un peu dommage parce que ça fait taire des gens qui avaient aussi des choses importantes à dire. Et c'est pour ça que le chef de produit, en fait, il a un rôle à orchestrer tout ça. Et donc, ça va être son rôle au chef de produit de récolter l'information, de l'analyser, d'arbitrer, ce qui peut parfois être très compliqué parce qu'il vous faut effectivement prendre toutes les décisions qui ont pu être prises et prendre la décision finale. Il faut organiser et il faut mettre en production, ce qui paraît très facile, mais en réalité, il y a plein de composantes qui fait qu'il faut mettre en production au bon moment, au bon endroit pour les bons utilisateurs. Et ça, c'est pas toujours simple. Et après, une fois que ça a été mis en production, il y a tout ce qui est maintenance et évolution qui va suivre le produit tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas forcément un problème, comme dit Claire, que tous ces gens-là viennent impacter votre produit, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être expert en marketing, en dev, en design, en sécurité. En tout cas, si vous l'êtes, venez nous voir, parce qu'on a clairement besoin de vous. On recrute. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est de maximiser tous ces interlocuteurs qui ont un avis. On va l'utiliser. Donc, par exemple, le marketing qui vient vous dire qu'il faut changer le produit. Ben, ce n'est pas grave. On va faire un super plan de communication béton pour que la nouvelle version sorte et qu'elle soit très bien promue auprès du public. Si d'un coup, on se rend compte qu'il manque des features, mais ce n'est pas grave. On sort une version et on pourra itérer et sortir une autre version plus tard. Donc, le rôle du chef de produit également, c'est pas forcément de dire non à tout le monde, c'est de prendre en compte les avis et de mettre tout ça à contribution. Et donc, ça nous donne ce type de projet qui, au début, avait l'air de ne pas marcher, et en réalité, on peut tout à fait en faire quelque chose de tout à fait viable. Et en fait, bon, vous avez compris que du coup, le rôle du chef de projet, enfin du chef de produit, pardon, c'est de rebondir. Donc, vous comprenez mieux les kangourous du début. Mais surtout, ces kangourous, en fait, on vous les avait montrés pour vous parler de plein de théories, Lean UX, Scrum, Design Thinking, etc. Donc, en fait, quel est le rapport entre le product management et toutes ces théories-là? En fait, c'est la question qu'on s'est posée parce que toutes ces théories, elles s'opposent la plupart du temps. Mais en fait, nous, on est convaincus qu'elles disent exactement la même chose. Et on va vous expliquer pourquoi. Je vais vous en présenter deux assez rapidement. Je vais d'abord vous parler de Scrum. En Scrum, très rapidement, ça veut dire la mêlée. Vraiment la mêlée au rugby. Et en fait, on sait peu, mais la première publication qui parle de Scrum, c'est les années 80. Et c'était en fait un papier universitaire sur une méthodologie de développement de nouveaux produits. Mais ça n'avait rien à voir avec le logiciel. Voilà, c'était vraiment un nouveau produit dans tous les corps de métier. Et en fait, ils avaient appelé ça la méthode rugby. C'était inspiré du rugby à 15 avec l'idée que chaque personne a sa compétence. Il y a les ailiers, il y a les piliers, enfin voilà. Vous me voyez, je suis une experte du rugby. Et en fait, même si tout le monde a des compétences très différentes, et c'est ce qu'il a à faire, l'équipe, elle avance en même temps. Et en fait, dans leur méthodologie rugby au début, c'était extrêmement séquentiel. Il y avait vraiment des phases projets qui devaient être respectées dans l'ordre, alors que la méthode Scrum aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. En fait, cette méthode, elle s'est enrichie du manifeste agile, que vous connaissez sans doute, on va en parler un petit peu après, et c'est devenu une méthode beaucoup plus itérative. Le Scrum Guide, qui est un petit peu la Bible qui explique comment doit fonctionner Scrum, et bien en fait, c'est 2011, donc c'est assez récent, et c'est, de mon propre avis, j'espère que personne ne va me jeter des pierres, c'est une méthodologie qui est assez rigide. Même si c'est itératif, il y a des choses vraiment importantes à respecter dans Scrum pour être considéré comme une équipe purement Scrum. Le manifeste agile, il a 4 piliers fondateurs. Les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Donc vraiment, ils insistent sur le côté que ce sont les gens et la façon dont ils interagissent et communiquent qui sont importantes. Un produit qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. C'est peut-être
le truc le plus intéressant à discuter, parce que ce qu'a introduit Agile, et on y revient un petit peu, c'est de faire le moins possible de documentation. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord, personne n'aime négocier pendant des heures. Et l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Celui-là, il est important pour bien comprendre Scrum. L'adaptation, elle passe par ce qu'on appelle des itérations, c'est toutes ces petites boucles qu'on dessine en bas. On oppose généralement la méthode Scrum au cycle en V. Parce qu'en fait, dans le cycle en V, on part d'un scope fonctionnel qu'on a déterminé à l'avance, on se lance, on fait les maquettes, le développement, la recette, tout ce qu'il faut, et on arrive à la fin à la release. En fait, vous vous rendez compte que dans une méthodologie comme ça, on engrange énormément de risques, parce qu'on ne sait absolument pas comment vont réagir les utilisateurs, ce qui va se passer, si ça marche réellement en prod. On engrange du risque, et puis à la fin, on saute du haut de la falaise et on voit si ça marche. Scrum se dit, on ne va pas faire ça, on va faire plein de releases beaucoup plus régulièrement pour diminuer les risques. Parce qu'en le mettant dans les mains des utilisateurs, on a tout de suite du feedback et on sait ce qui marche pas, et on se retourne. Petit focus sur les petites boucles. Ces petites boucles-là, elles sont toujours organisées de la même façon. Un sprint planning, où en gros, on dit qu'est-ce qu'on va faire pendant 2-3 semaines, enfin pendant la durée du sprint. Tous les jours, on se coordonne. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? C'est quoi tes soucis? En quoi je peux t'aider? Puis ensuite, la rétrospective, enfin la review et la rétrospective. Ce qui est capital dans Scrum, c'est vraiment ces deux éléments-là. La review, c'est voir ce qu'on a fait, et la rétrospective, c'est voir comment on l'a fait. Voilà, pour adapter en permanence à la fois le produit et à la fois les manières de faire. Ça, c'est capital dans Scrum. C'est vraiment tout l'inverse de Waterfall, enfin du cycle en V. C'est se dire, en mettant régulièrement mon produit dans les mains des utilisateurs et à l'analyse de l'équipe, j'obtiens des résultats sur mon produit, sur ce qui doit changer, mais aussi sur ce qui doit changer au sein de mon équipe et dans mes process. Une équipe Scrum, c'est quoi? Une équipe Scrum, on va distinguer 4 rôles majoritaires. Le product owner. Le rôle du product owner, c'est d'être décisionnaire sur la roadmap et sur ce qui doit être le produit. Le product owner, comme son nom l'indique, il est garant de l'intégrité fonctionnelle et de l'intégrité du produit. C'est lui qui prend la décision. Ce n'est pas un dictateur du produit non plus, il a le droit et il a tout intérêt à s'appuyer sur un certain nombre de personnes que sont les parties prenantes, les stakeholders, et sur les retours utilisateurs. Il a sa development team avec lui, qui est vraiment la team qui réalise le produit, et ils sont accompagnés par ce qu'on appelle un Scrum Master. Alors, le Scrum Master, en fait, pour le dire assez simplement, c'est un coach. Le Scrum Master, c'est pas du tout un général en chef qui fait marcher tout ce monde-là. C'est vraiment un coach qui est là pour aider l'équipe à appliquer Scrum. Et le product owner, du coup, il a ce rôle. Peut-être que ça va vous rappeler des choses qu'on a dit juste avant. Il a ce rôle de communiquer avec l'équipe de développement, de communiquer avec les utilisateurs et avec toutes les parties prenantes. Normalement, ça vous rappelle quelque chose. Allez, on passe sur un autre, hyper rapidement. Design Thinking. Alors, Design Thinking, c'est complètement pas Scrum. Là où Scrum était assez rigide dans sa mise en place, Design Thinking l'est beaucoup moins. Design Thinking, c'est vu comme un ensemble de bonnes pratiques. Et ça veut dire, si on traduit littéralement, penser comme un designer. Design Thinking, ça prend ses racines à peu près à la même époque que Scrum, dans les années 80, à Stanford. Dès les années 90, se crée IDEO, qui est un petit peu le bureau Design Thinking le plus connu au monde. Et en fait, Design Thinking va rester un petit peu comme ça en sous-marin pendant 2 dizaines d'années, jusqu'à ce que, par exemple, Hasso Plattner, mais il n'est pas le seul, commence à en reparler énormément au début des années 2000. Et à ce moment-là, vont se créer les plus grandes D-schools, c'est-à-dire les écoles qui enseignent le design thinking et qui sont aujourd'hui les références dans le monde. Il y en a une en France, aux Ponts et Chaussées. Mais voilà, il y en a un petit peu partout, dont celle de Stanford. Et en fait, design thinking, eux, ils insistent plutôt sur 3 choses. Pour mettre en place une démarche de design thinking, il faut changer 3 choses. Il faut changer les individus. C'est-à-dire que Design Thinking insiste, vous n'êtes pas dans une compétition, vous devez réaliser un travail d'équipe avec des équipes pluridisciplinaires.
Et surtout, au sein de ces équipes pluridisciplinaires, vous devez avoir ce que Design Thinking appelle des profils en T. Alors, qu'est-ce que le profil en T? Attention, c'est là où je donne de ma personne. Si je me mets comme ça, en fait, je fais un T, la barre verticale, en fait, indique que j'ai les pieds ancrés dans une expertise qui est vraiment mon expertise à moi, là où je suis la meilleure. Mais en même temps, j'ai ma barre horizontale qui me permet d'aller voir un petit peu tous les sujets connexes, les sujets à côté de moi, et d'avoir cette sensibilité pour les sujets qui sont à côté de moi, la curiosité et le fait de pouvoir comprendre ce que font les autres personnes de mon équipe. Design Thinking aussi veut qu'on change l'espace, c'est-à-dire réorganiser les espaces, colocaliser les équipes, ou en tout cas permettre aux équipes d'avoir un espace qui est lié au projet. Ça, c'est vraiment très important dans Design Thinking, on l'oublie, mais il y a même des théories Design Thinking qui demandent à ce qu'il y ait des espaces dédiés au brainstorming, des espaces dédiés aux décisions, et vraiment des espaces qui doivent accompagner les pratiques de l'équipe. Et en même temps, Design Thinking change les process. Et ce que Design Thinking va dire le plus, c'est de remettre l'utilisateur au centre de toute la pratique. C'est-à-dire, vous devez à chaque fois voir comment réagit l'utilisateur. Lui donner votre produit, voir ce qui ne va pas. Lui demander ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, l'observer, regarder comment il vit avec votre produit et prendre des décisions à partir et uniquement à partir de lui. Je vous montre un processus Design Thinking. Celui-là, c'est celui de Google, enfin de Google Ventures. C'est une entité qui accompagne des startups dans la création de leur business model. Donc on retrouve les différentes étapes du Design Thinking, la compréhension du besoin, la recherche de plein d'idées différentes, ce qu'on appelle diverger, et enfin le prototypage pour valider les différentes étapes. Il y a des processus Design Thinking un peu plus complexes. Celui-là, c'est celui de la D-School des Ponts et Chaussées. Mais globalement, ils ont séparé en 9 étapes, mais c'est la même idée. C'est comprendre l'utilisateur, prototyper et itérer pour améliorer le produit. Voilà. Donc là, on vous a parlé Scrum, on vous a parlé de Design Thinking, mais en fait, il y en a plein d'autres. Enfin, là, vous devez connaître, je pense, un bon nombre de celles-ci. Et en fait, ces méthodologies-là, elles s'inspirent un petit peu les unes des autres. Je vous parlais de Google Sprint, ça vient vraiment très fortement de Design Thinking. Les méthodes agiles, elles ont engendré énormément de méthodologies différentes. Si vous allez sur Amazon et que vous cherchez méthodologie, je pense que vous trouvez des centaines de livres différents qui vont vous expliquer qu'ils ont la méthodologie pour gérer au mieux vos projets de développement. Mais en fait, on va reprendre Design Thinking et Scrum parce que c'est deux des plus connus. Ils disent exactement la même chose. Ils disent que par rapport aux méthodologies classiques, on a modifié les équipes. Et on les a modifiées de la même façon. On a fait des équipes pluridisciplinaires, on a partagé les tâches au sein de l'équipe et on a surtout valorisé la prise d'initiative au sein de ces équipes. Après, ce sont aussi des méthodes qui vont guider les processus. Il y a les phases sont quand même écrites, il faut respecter les phases. On s'appuie sur une méthodologie qui est écrite. On a donné des noms aux phases, aussi bien dans Scrum que dans Design Thinking. Et ce sont en tout cas des points d'étape obligés. C'est la méthodologie qui va guider et qui va aider l'équipe dans la création de son produit. Et surtout, si on insiste sur le côté agile et itératif, c'est que toutes ces méthodologies, elles demandent des retours sur le produit de très, très, très fréquents. On met en production, on fait des tests, on prend en compte les retours utilisateurs, et c'est en ça que toutes ces méthodes se rejoignent. Et surtout, les équipes, produits et projets sont décisionnaires. Souvent, quand on met en place ces types de méthodologies, on fait intervenir des consultants ou des coachs pour aider la mise en place de ces méthodos. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, on protège les équipes avec ces méthodes-là. Vous l'avez peut-être déjà vécu, mais quand vous mettez en place Scrum, par exemple, dans une entreprise, généralement, on dit non, mais ils appliquent Scrum. Ça, c'est une équipe Scrum, vous en mêlez pas, ils font du Scrum. Et en fait, ces méthodologies-là, elles ont quand même l'avantage de protéger des équipes et de laisser le champ à ces équipes de décider. Pas d'être des despotes, mais de décider en connaissance de cause et avec toute
les données importantes. Mais en fait, moi, je vais vous parler d'une autre méthode, encore une, qui en fait est beaucoup moins connue. Et en fait, tout ce que disent ces méthodes, les équipes pluridisciplinaires, les équipes décisionnaires, en fait, ça a déjà été fait dans les années 80 dans un domaine de recherche qu'on connaît assez peu, qui est le management de l'innovation. La théorie la plus importante dans ce domaine de recherche-là, c'est la théorie de l'acteur réseau. Donc, ces trois chercheurs, français d'ailleurs, qui ont théorisé que les organisations n'étaient pas en fait des pyramides, comme on peut le penser, mais c'était des réseaux, c'est-à-dire plein de petits acteurs qui avaient des interactions entre eux, des interactions plus ou moins fortes, plus ou moins faibles, et c'était dans ce maillage de réseau que les projets, que les produits prenaient vie. Ils ont théorisé ça avec ce qu'on appelle la théorie des alliés, l'idée que, je pense que là ça va vous rappeler des souvenirs personnels à tous, parfois en fait dans votre organisation vous devez vous trouver un allié. Vous avez une conviction et vous allez trouver quelqu'un dans votre organisation qui n'est peut-être pas votre chef, qui n'est peut-être pas votre collègue d'à côté, qui va comprendre votre souci et va vous aider. Vous allez en faire un allié qui va se battre avec vous. Le texte fondateur en fait, de cette théorie-là, ça parle de coquille Saint-Jacques. Oui, rien à voir avec le logiciel. Puisqu'en fait, dans la baie de Saint-Brieuc, les coquilles Saint-Jacques ont failli disparaître. C'est passionnant ce que je vous raconte, mais c'est un petit peu la même chose qui s'est passé dans le bassin d'Arcachon avec les huîtres, pour ceux qui connaissent. Et en fait, les coquilles Saint-Jacques disparaissant, c'était très compliqué pour les océanologues d'embarquer tout le monde dans la sauvegarde des coquilles Saint-Jacques. Pourquoi ? Parce qu'en gros, pour sauvegarder les coquilles Saint-Jacques, il faut arrêter de les pêcher. Les pêcheurs n'étaient pas hyper contents. Donc il a fallu, pour les océanologues, réussir à convaincre et à faire des pêcheurs des alliés. Et en fait, toute la théorie dit ça, c'est que vous devez comprendre le besoin de l'autre pour en faire un allié et pour le rattacher à votre cause. Tout ça, en fait, c'est aussi ce que dit Scrum, c'est aussi ce que dit Design Thinking. C'est le retour du terrain et c'est la compréhension des besoins de vos collaborateurs qui va vous aider à porter le projet et à faire avancer les projets. Voilà, comment embrayer entre les coquilles Saint-Jacques et les post-it, je le tente. Je vais conclure en vous disant, vous n'allez pas en fait devenir product manager ou changer vos organisations rien qu'avec des post-it. On a vraiment essayé de vous dire aujourd'hui qu'il y a plein de méthodos, il y a des noms comme product manager, product owner, ce sont des réalités qui existent derrière. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous n'appliquez pas Scrum à la lettre que vos projets vont échouer en fait, que vos produits vont être mauvais. Et ce n'est pas non plus parce que vous nommez des gens product manager sans leur expliquer tout ce qui est derrière ou que vous collez des post-it sur les murs que les choses vont changer. Pour faire changer vos organisations et pour que vos projets réussissent, retenez les bases de tout. Les équipes doivent être pluridisciplinaires et les équipes doivent être décisionnaires. Si je dois insister sur une seule chose, c'est ça. Les équipes doivent être décisionnaires. Vous ne pouvez pas faire des itérations et obtenir des retours réguliers si vous avez une chaîne de validation qui nécessite que ça remonte N étages, que le PDG mette un coup de tampon et que ça redescende jusqu'à vous. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Voilà, donc collez des post-it autant que vous voulez, mais n'oubliez pas des équipes pluridisciplinaires et des équipes décisionnaires. Je vous remercie et avant de finir, on a une annonce à vous faire. On vous annonce en quasi-exclusivité, on peut dire. Faber Novel Technologies ouvre un bureau à Bordeaux, donc on sera ici dès le mois de janvier avec, pour commencer, une petite équipe et on espère une équipe grandissante. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci à tous. Quelqu'un a des questions ? Si vous avez des retours d'expérience également de mise en place de ces méthodologies et d'autres, ça nous intéresse. Un tout petit retour d'expérience. Je travaille pour Cultura. Je suis chef de projet technique à la base. Voilà. Donc c'est juste là, jusqu'à maintenant, on ne faisait pas du tout de projet agile. Donc on a essayé d'en faire deux. Voilà, il y a
il y a quelques mois. Ça s'est bien passé. Tout ça pour dire qu'en fait, je pense qu'il y a autant d'entreprises que de capacités à faire de l'agilité. Il faut juste créer sa propre façon de faire de l'agilité et surtout s'occuper avec le feedback des développeurs, des chefs de projet qui, eux, ont été confrontés au métier directement pour créer en fait la façon de faire de l'agilité dans une boîte. Nous, on fera peut-être pas de l'agilité comme ailleurs, et certainement ailleurs, ils feront pas de l'agilité comme nous. Et je pense que quand généralement on parle d'agilité avec des Scrum Masters, des choses comme ça, on s'aperçoit que l'agilité manque d'agilité en fait. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de discussion, par exemple, lorsqu'on a des retours d'expérience, lorsqu'on discute avec des gens. On s'aperçoit qu'en fait, on essaye d'être relativement ouvert et de comprendre ce qui se fait ailleurs. Et malgré tout, on se retrouve enfermé un peu dans une boîte. Voilà. Donc, moi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas ni Scrum Master, machin. J'avais jamais fait d'agilité de ma vie. On a juste essayé d'apporter de la méthode en piquant des idées un peu partout, le planning poker, etc., etc. Et on s'est aperçu que on a créé une certaine agilité chez Cultura. Alors, est-ce que ça va être pérennisé? Est-ce qu'on va être capable de pouvoir porter ça cette année, enfin en 2019? On l'espère. En tout cas, voilà, toujours est-il qu'on est ouvert à donner, je dirais, l'expérience qu'on a, mais on aimerait vraiment avoir aussi l'expérience des autres et à pouvoir discuter avec, parce que je pense que c'est pas facile d'apporter de l'agilité dans une boîte, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus difficile que le cycle en V. Oui, exactement. Et quand vous dites que l'agilité manque d'agilité, je peux que vous donner raison, parce que Scrum, on l'a dit rapidement, mais si on écoute un Scrum Master et qu'on applique à la règle Scrum Guide, aucune adaptation n'est possible, et c'est vraiment très dommage. Parce que quand on veut faire changer une organisation, il faut prendre en compte la réalité de ce qu'elle est, avec ses contraintes également, et je pense que voilà, s'imaginer qu'on peut faire sans les contraintes réelles, c'est un vœu pieux, mais je pense que c'est vraiment pas possible, et il faut réussir à garder mais je pense que si vous l'avez mis en place, vous vivez ça au quotidien. Garder les contraintes, garder à l'idée qu'il faut itérer, qu'il faut prendre l'information là où elle est, auprès des utilisateurs, auprès des gens qui ont la connaissance, et faire avec et avancer, et toujours se remettre en question pour faire les choses du mieux qu'on peut. Et exactement. Et peut-être que vous n'êtes pas Scrum Master Certified, etc. Mais c'est pas pour autant que la démarche elle est moins bonne qu'une démarche classique. Et je suis complètement d'accord. Oui, bonjour. Oui. J'avais une autre petite question sur un autre registre, puisqu'on a parlé de l'agilité au sein de l'équipe. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué à mettre en place. Des fois, on adapte la méthodologie en fonction de son équipe, etc. De mon point de vue, et je suis curieux de savoir quel est votre recul d'expérience là-dessus, c'est l'agilité chez le client, quand au final, on a un utilisateur qui est un client et pas un utilisateur final, puisque c'est vrai que c'est bien de tester sur un utilisateur final un produit, mais quand on est prestataire, quand on produit pour un client, comment intégrer cette capacité à apporter de l'agilité chez un client qui, lui, peut-être a une chaîne de validation pyramidale assez longue, etc., même si on est décisionnaire. Comment, de votre expérience, vous gérez justement la validation chez le client qui n'est peut-être pas adaptée comme notre équipe? L'histoire de notre vie, je pense. Ouais. Après tous nos projets, je pense. Ouais. Tu veux répondre? On a plusieurs cas de figure chez nous. On a tout d'abord les gens qui sont prêts à faire du Scrum, et les organisations qui sont presque adaptées au Scrum. De plus en plus, ça arrive. On a donc en face des product owners qui sont dédiés. On arrive à faire venir les équipes chez nous quasiment toutes les semaines. On a quelqu'un qui est presque à temps plein sur le projet. Donc de plus en plus, on voit quand même une évolution vers des clients qui tendent vers l'agilité et mettent tout en place pour le faire. Après, je ne dis pas que c'est 100% des cas. Clairement, on a aussi le problème de chaînes de validation sans fin. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'agilifier, on va dire que c'est un mot, agilifier, ça le plus possible en nous gardant nos méthodes, mais tout en essayant de s'adapter à ce que le client fait, puisqu'en réalité, on ne peut pas aller à son encontre. Donc, on essaye de faire ça au maximum. Ça ne marche pas toujours. Après, rien n'empêche d'itérer en attendant les validations, puisqu'on a toujours normalement une roadmap qui est assez longue, on a une vision sur ce que le produit devrait être, et on s'aperçoit quand même qu'on arrive à continuer à travailler de façon itérative tout en attendant les validations. Et en fait, on peut aussi itérer sur les processus. Ce qui est important, c'est de se rendre compte, c'est de savoir aller chez un client et dire on va faire du Scrum total, on prend les décisions en 24 heures, etc. C'est un peu idiot.
on préfère dire, si votre chaîne de validation, il faut 3 semaines pour obtenir une décision, on veut le savoir. Donc, on sait que c'est 3 semaines, on s'engage à ce que ce soit 3 semaines, et on avance avec ça. Et en fait, en faisant ça, on est capable de gagner un petit peu, parce qu'on se dit, parfois, il faut 3 semaines pour décider un truc, on s'organise avec cette contrainte-là, mais quand on a sorti une version qui a bien fonctionné, que l'équipe marche bien, etc., on gagne des petites choses, parce qu'en fait, le product owner chez notre client prouvant la valeur de la méthodologie, il est capable d'obtenir un petit peu plus de responsabilité. Donc en fait, en ça, il rend son organisation un petit peu plus agile, puisque par l'expérience, il a prouvé qu'il avait des capacités de décision qui étaient justes. Donc c'est des baby steps, comme on dit, mais voilà, il faut un peu... en tout cas, il faut faire avec. Je voulais savoir justement, dans des contextes comme ça de projets, avec des clients qui ne sont pas forcément ouverts à ces méthodes agiles ou qui ne sont pas structurés comme ça, est-ce que vous opérez aussi la conduite du changement, comme on dit souvent? Est-ce que vous avez des phases où vous allez intervenir, former clients? Je voulais savoir comment ça se passe aujourd'hui. On a genre le cas, ouais, en tout cas moi je suis sur un projet qui a commencé au mois de mai, où le client a une assez grosse organisation qui a justement généralement des chaînes de validation extrêmement longues. Et on a travaillé avec eux par le passé, et comme l'a dit Claire, ils sont assez bien adaptés, ils se sont rendus compte que ça marchait plutôt bien la façon dont on travaillait. Donc effectivement, sur ce nouveau projet qu'on a commencé avec eux en mai, ils sont venus nous voir, on les a formés sur tout ce qui était spécification, sprint, sprint rétro, sprint review, tout ce qui était process. Et on arrive assez bien à travailler avec eux en Scrum, ils sont même devenus très bons, il faut dire ce qui est. On ne fait pas du Scrum pur jus parce que ça n'a pas de sens au vu de l'organisation qu'ils sont, mais on a adapté un maximum à ce qu'ils ont besoin et ça marche vraiment très très bien. Et je pense qu'on a d'autres projets dans ce cas-là. Moi, je pense à celui-là, mais je pense que tu as d'autres exemples, Claire. Oui, mais en fait, ces méthodologies, on a dit qu'elles étaient toutes les mêmes, mais elles ont quand même une vertu, c'est d'avoir tout un vocabulaire et de donner un peu l'impression que c'est éprouvé, que c'est validé. Enfin, quand on est une équipe Scrum, ça a toujours beaucoup plus de poids que quand on est une équipe qui cherche à faire sa propre méthodologie. Donc en fait, former les gens à des méthodologies et s'appuyer sur des méthodologies, c'est assez utile parce qu'en fait, on développe un vocabulaire commun. Et ça, c'est peut-être la chose importante pour une meilleure communication, avoir un vocabulaire commun et se créer une méthodologie qui est partagée entre tout le monde, ça aide beaucoup. Donc effectivement, on passe par des étapes de formation de nos équipes, même côté client. Et en fait, on a la chance, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez tous, mais ces méthodologies-là, elles sont plutôt tendance. Donc en fait, on croise de plus en plus de clients qui sont demandeurs en fait, d'apprendre ces choses-là et de les appliquer. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne dynamique et la formation est utile dans ces contextes-là. Une fois qu'on a fait un projet, après, s'ils reviennent, on en fait un deuxième, un troisième, et de plus en plus, on itère pour être de plus en plus agile. Ça marche plutôt bien. Ouais. J'avais du coup une deuxième question. C'est comment vous formez-vous au quotidien sur les nouvelles méthodes et toutes les méthodes agiles qu'on a pu voir? Est-ce que vous faites des formations? Vous avez des intervenants externes? En fait, je dirais qu'il faut pas mal lire, parce qu'en fait, en caricaturant, ça arrive hyper souvent que une équipe quelque part dans le monde prenne une méthode, la transforme, écrive un livre et puis ça devient une nouvelle méthode. Les livres sont souvent assez bien écrits, c'est pas très long, c'est bourré d'exemples. Enfin, moi j'aime bien lire ces livres-là. Il faut pas hésiter, tout est toujours bon à prendre parce que ce qui est le plus intéressant dans ces histoires-là, c'est les exemples et c'est leur retour d'expérience. Donc pas mal lire. Et puis aller chercher du retour d'expérience, en discuter dans les conférences, ça vaut vraiment le coup d'y aller, ça vaut le coup de lire des articles. Enfin, ça se passe beaucoup dans la communauté. La communauté, elle n'est pas si grande en fait quand on regarde. On retombe toujours un petit peu sur les mêmes personnes, donc ça passe beaucoup par ça. Après, ouais, la formation, des fois on fait des tests aussi. Les tests en méthodo, c'est un peu compliqué parce que tester une méthodologie sur un projet, c'est complexe, surtout quand on a des impératifs business. Nous, ça nous arrive par exemple de tester des méthodos sur des projets de stage, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas
qui nous rapportent pas d'argent, qui sont pas vendus à des clients, mais on peut tester une petite méthode parce qu'on est entre nous en fait. Donc le prototypage, ça permet aussi de prototyper des méthodes. Hein. Vraiment, on finit par faire de l'inception. Oui, Il y a une question au fond, ouais. Il est très loin, désolé. Bonjour, j'ai un peu de mal à voir en fait le positionnement du rôle du product manager en fait. Oui. Parce qu'on a parlé des différentes méthodologies, notamment de Scrum et PO, Scrum Master et la team, et j'arrive pas à voir en fait dans cette organisation-là où se place le product manager. Est-ce que c'est un coach? Est-ce que il récupère du fonctionnel et du métier? Est-ce que j'ai un petit peu de mal en fait? Je vais un peu faire une réponse de Normande, mais ça dépend beaucoup des organisations. C'est là où le métier de product manager, il est assez récent et il est encore un petit peu hybride. Il y a des product managers qui sont... Parce qu'en fait, être à l'interface, ça n'empêche qu'on a souvent une coloration, c'est personnel. Hein. Il y a des product managers qui, par leur historique personnel, sont plus techniques, d'autres qui vont être plus designers, d'autres qui vont être plus marketing peut-être. Et cette coloration, elle est parfois due aux personnes, parfois due aux organisations. Il y a des organisations qui donnent des tâches très techniques à des product managers et d'autres qui vont faire tout l'inverse. Donc ça dépend des organisations. Il y a aussi des organisations où il y a des gens qui ont des attributions de produits qui ne s'appellent pas product manager. Voilà, avoir cette appétence pour le côté produit, mettre le produit au cœur de l'équipe, itérer, c'est pas toujours porté par un product manager. Parfois c'est porté par une équipe, parfois c'est porté par un binôme, parfois c'est d'autres noms. Donc, je ne vais pas faire une réponse franche et tranchée, mais ça dépend toujours un petit peu des orgas. Et c'est pour ça que les postes de product manager, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à définir parce que chacun a un petit peu sa définition. Et en tout cas, dans les théories, il y a des théories qui évacuent complètement le product manager comme design thinking. Ils n'en parlent pas. Simplement, il peut y en avoir ou peut ne pas y en avoir, c'est égal. Dans Scrum, il y a ce qu'on appelle un product owner qui n'est pas tout à fait un product manager, mais qui partage des similarités. Donc vraiment, pour essayer d'apporter une réponse un peu construite, le côté produit, il peut s'incarner dans plein de rôles différents. Il peut être incarné par un product manager, mais pas toujours. Et moi, je trouve ça passionnant en fait, que les product managers, quelque part, ils soient tous un peu différents. Ça donne de la pluralité et pas mal de jolies choses en fait, sur les projets. Est-ce que ça répond un peu à... Comment est-ce que vous vous vendez en fait? C'est que les clients viennent vers vous pourquoi? Enfin, quel profil ils cherchent pour se dire on va aller chercher dans la société qui va nous fournir un product manager? Oui, c'est une bonne question. Non, parce qu'effectivement, c'est assez hybride, ça a l'air d'être fonctionnel, ça fait du coaching, ça fait beaucoup de choses. Oui, après, nous par exemple, on travaille, notre équipe, on travaille principalement dans les applis mobiles, donc on est sur un secteur qui est relativement connu, avec des frontières qui sont à peu près claires pour tout le monde, donc ça aide. L'expertise, elle est mobile dans notre équipe par exemple, et on va pouvoir aider sur différentes choses. Mais c'est pour ça, je pense que product manager, c'est aussi une connaissance d'un certain secteur. C'est plein de petites expertises qui vont se cumuler. Mais je serais par exemple bien en peine d'être product manager chez un équipementier automobile. Je pense qu'il y a des similarités, mais c'est pas gagné non plus. Voilà, je me suis peut-être égarée dans ma réponse, mais voilà, mais on va chercher la création l'aide à la constitution d'une roadmap, à la connaissance des méthodes, à l'aide dans l'organisation d'une équipe de dev. Voilà, c'est vraiment des compétences un petit peu comme ça qui sont très recherchées. Ouais, ça couvre plusieurs profils. Si on prend une méthodologie comme Scrum, ça va prendre des tâches un peu de Scrum Master, un peu de PO, un peu du X, etc. Oui. Oui. Une autre intervention, une autre question? Donc on parle beaucoup d'agilité depuis très très longtemps. Et est-ce que vous avez des retours négatifs? Parce qu'on n'entend jamais de retours négatifs sur l'agilité. Et moi, ça fait un moment que j'en pratique et j'ai mes développeurs qui commencent à couiner un peu sur le nombre de rites agiles qui les perturbent, sur le côté sprint permanent. Et c'est des vrais défauts de l'agilité.
Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour solutionner ce problème? Bah, Est-ce que vous avez une nouvelle méthode top? On n'a pas encore breveté de nouvelles méthodes, non. En revanche, nous, effectivement, ça n'a pas que des bons côtés d'agilité. Comme l'a dit Claire, ça peut être extrêmement rigide. Il y a effectivement, par semaine, entre 5 et 6 heures de rituels entre les daily, les sprint rétro, les sprint review. On essaye d'y pallier de plusieurs façons. La première, c'est d'impliquer les développeurs au maximum, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'ils ont un peu tendance à se sentir victimisés par le Scrum et qu'ils subissent l'organisation Scrum. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut aussi qu'ils se rendent compte, enfin on essaye de leur faire se rendre compte que c'est aussi extrêmement bien pour eux et que ça les aide dans leur quotidien. Notamment, ils participent de plus en plus aux reviews, aux rétros, ils donnent leur avis. Tout ce qui est poker planning, c'est quand même eux les acteurs principaux de ces rites. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, oui, il y a pas mal de défauts dans Scrum. On n'a pas encore trouvé de méthode parfaite, malheureusement. Et peut-être, ce qu'on peut emprunter à Scrum qui est le plus utile, c'est l'itération et c'est le retour. Parce que par exemple, ce qui déplaisait le plus à nos équipes, c'est la vélocité. Parce qu'en fait, la vélocité, ça peut être interprété comme c'est ma note de fin d'année. Et si j'ai pas une bonne vélocité, je suis un mauvais développeur. C'est quand même hyper dur parce qu'on sait que la vélocité, elle n'est pas due au niveau des développeurs. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, il y a aussi d'avoir ces moments de rétrospective et de se dire en tant qu'équipe, je me pose et puis je dis honnêtement, ça ne me plaît pas, ça je voudrais qu'on le change, ça je voudrais qu'on le fasse plus, ça je voudrais qu'on arrête de le faire. Ça c'est important pour faire évoluer l'agilité, pour faire évoluer les méthodes. Et c'est pour ça que honnêtement, je pense que un expert de Scrum qui vient chez nous, il va peut-être faire une attaque parce qu'on ne fait pas un Scrum parfait, ça c'est sûr. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de faire changer les choses et d'accepter que la méthode, elle doit aussi refléter l'équipe et elle doit s'inspirer de ce qu'on est tous, en fait, de ce que sont nos équipes et il ne faut pas avoir peur de changer. Mais c'est clair que l'agilité, ça a plein de défauts et parfois, en fait, je ne devrais pas dire ça, je vais me faire taper à la sortie, mais des fois, il ne faut pas faire d'agile. Hein. Si les organisations avec lesquelles vous travaillez ou l'organisation dans laquelle vous êtes n'est pas agile, ne faites pas d'agile. Hein. Vraiment, vous allez au-devant de grandes déconvenues. Et je préfère vous dire, faites des équipes pluridisciplinaires déjà, avec un peu plus de responsabilité, c'est déjà vraiment bien en fait. Donc non, j'ai pas de solution. Et on a parlé du Agile Manifesto. Un des préceptes, c'est arrêter de faire de la documentation. Franchement, moi j'ai l'impression que depuis quelques années, on en revient tous. On est en train de se dire que sans documentation, les sueurs froides qu'on a pu avoir, voilà, aujourd'hui on est en train d'essayer d'inventer des documentations qui parlent à tout le monde et qui sont aussi bien faciles à prendre en main par les développeurs, que les designers, que les product managers, que les clients. Donc, on revient un peu de l'agilité, je pense. Je ne sais pas si vous partagez le... J'ai encore l'impression que ça s'accélère encore plus avec des méthodes comme SAFe, Oui. où on fait du Scrum de Scrum au niveau de milliers de personnes. Dans une entreprise, on a des équipes de 120 personnes qui se réunissent tous les 3 mois. Ouais. Donc on rajoute un rite agile supplémentaire au rite des petites équipes. Et c'est incroyable, quoi. Il y a un lobby impressionnant sur ce genre d'organisation, quoi. Ouais, parce qu'en fait, après, je pense que malheureusement, c'est un retour éternel où on crée du Scrum de Scrum. Donc du coup, il faut une armée de Scrum Master. Et en fait, je ne veux pas me lancer dans la prédiction, je ne suis pas Madame Irma, mais un jour, on va peut-être se rendre compte qu'il y a trop de coachs par rapport au nombre de gens qui produisent et on va vouloir changer les choses. Donc, ouais. J'espère que je ne vais pas me faire taper à la sortie par un fan de Scrum. Et je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, il est l'heure, mais vous pouvez venir nous voir. Une dernière petite, si vous voulez. Allez. Non, il n'y a plus personne. Ah si. Bonjour, c'est pas vraiment une question que je voulais poser, c'était revenir sur ce qui venait de se dire. J'entends dire agile, sprint. Moi, je suis Scrum Master. Ouais. Bon, ça fait paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais par ceux qui sont très pro-agile, Scrum n'est absolument pas agile. Dans le Scrum Guide, c'est marqué qu'on doit faire passer les personnes avant les process. Très clairement, Scrum, c'est un process. Ouais. Moi, je crois beaucoup au Scrum, sinon je ne serais pas Scrum Master. Maintenant, derrière, ce n'est pas une finalité.
Ouais. Très clairement, vous entendez dire, j'espère que je peux me faire taper parce qu'on ne fait pas du Scrum pur, on adapte. Très clairement, être agile, c'est adapter, s'adapter en continu. Et c'est pas parce que on n'a pas fait un truc qui est marqué dans le Scrum Guide, qui pourtant assez, mis à part les 4 rituels, on est quand même assez libre. Peut-être que, dans ma boîte, on faisait plus de review. C'est pas parce qu'on a dit les reviews ça sert à rien. C'est parce qu'on avait monté une série de conteneurs Docker qui nous permettaient de déployer à chaque modification qu'on faisait sur une fonctionnalité, on la déployait direct, on l'envoyait direct à l'équipe fonctionnelle et la voyait directement. Derrière, faire une review en fin de sprint, ça n'avait plus aucun sens puisque de toute façon, il la voyait chaque jour. Derrière, on a perdu un des éléments du Scrum. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on va droit dans le mur. Très clairement. Donc, c'était pour revenir. J'espère que non, vous ne devriez pas vous faire taper à la fin de la c'est gentil. Non, mais je valide complètement. Ouais. Et merci à vous. Voilà, non, mais je veux même rien rajouter tellement c'était bien résumé. Merci en tout cas. Merci à tous.